Est-ce qu'on peut protéger les animaux d'élevage de la sécheresse par l'agroforesterie? Alors, on va pas parler d'agroforesterie. Dans ce cas-là, on parlera plutôt de sylvopastoralisme. Et donc, une utilisation, donc là, pas pour de la culture, même si on cultive, enfin, on utilise de l'herbe, mais on va avoir une utilisation simultanée de surfaces arborées qui peut être de la forêt, qui peut être de la lande, pour du pâturage d'animaux. Donc les animaux, là encore, vont trouver des conditions climatiques plus intéressantes, notamment en forte chaleur, parce qu'ils pourront s'abriter, se mettre à l'ombre. En période de fort froid, puisqu'ils pourront se mettre à l'abri du vent dans les buissons ou dans certaines zones protégées. Et puis parce qu'ils pourront trouver une végétation qui sera moins grillée par le soleil, donc qui, dans des périodes de sécheresse, pourra plus se maintenir, une végétation herbacée qui leur sera accessible, et donc une végétation qui sera disponible sur des périodes décalées par rapport aux prés classiques qui n'ont pas d'arbres. Et puis l'élément additionnel, c'est que les animaux peuvent utiliser également cette végétation, alors plutôt arbustive que la végétation arborée, comme ressource fourragère pour se nourrir. Et puis, dans certains cas, les éleveurs peuvent faire tomber des branches d'arbres pour servir de fourrage. Les frênes ont longtemps servi de fourrage d'appoint aux animaux, notamment à l'issue des périodes de sécheresse, quand il restait plus grand-chose comme herbe, il restait là encore des feuilles qui pouvaient être consommées par les animaux. Est-ce que le sylvopastoralisme s'adapte à tous les animaux d'élevage? Ouais, ça s'adapte plus aux animaux herbivores, on va dire, qui vont pouvoir prélever la ressource. Mais historiquement, on utilisait la forêt pour tous les animaux. Aux époques anciennes, on va dire néolithiques ou celtes, tous les animaux allaient en forêt, pâturer. Donc on emmenait les oies, les canards, on emmenait un peu tout ce qui pouvait se promener, alors à des distances en fonction de leur capacité, mais les moutons, les vaches, tout le monde allait pâturer en forêt. Et sachant qu'on était probablement sur des forêts plus claires, entre clairières, forêts, des structures qui correspondent un peu donc aux zones sylvopastorales, aux zones de lande ou aux zones de prébois qu'on a, par exemple, dans les massifs du Jura, avec une imbrication de forêts et de zones herbacées. Est-ce que c'est remis au goût du jour avec le changement climatique, ce genre de pratique? Oui, c'est remis au goût du jour sous plusieurs formes. D'une part, ça s'est maintenu historiquement. Les prébois du Jura font partie des paysages emblématiques. Dans les zones tropicales, il y a un intérêt parce que les herbacées vont être très fibreuses et donc pas forcément avec un contenu protéique important, alors que les feuilles d'arbres peuvent avoir un contenu protéique important, notamment si c'est des légumineuses. Et donc l'association des deux peut être bénéfique. Et puis donc avec la tradition pastorale a maintenu dans tout le sud-est de la France, toutes les Alpes du Sud par exemple, ou les Pyrénées, l'utilisation de ces zones de forêt claire, de landes, de maquis pour les animaux. Donc on est en plein là-dedans. Et puis on y revient dans autres zones où le pâturage sous verger en Normandie était aussi une pratique qui s'est maintenu, et on y revient maintenant. On est un peu en train de revenir sur cette ultra spécialisation des surfaces, des zones de culture, des zones de prés, des zones de verger, des zones de viticulture qui ne faisaient que ça. Et on en revient sur faire pâturer des animaux sur ces zones, alors à certaines périodes, sous certaines conditions, mais là encore pour pouvoir maximiser l'utilisation des surfaces et associer les